à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice aux éditions Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé Les cimetières québécois, des lieux spirituels bien vivants. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec François Guillet, lui-même auteur du livre Le Dernier Repos, Cimetière et patrimoine funéraire du Québec, et avec notre invité Nancy Schenck. Jeune professeur de français, François Guillet détient une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal et une mineure en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Il est passionné de croquis urbains et anime des ateliers d'introduction à cet art. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages au sujet du patrimoine régional et religieux québécois, notamment Montréal de clocher en clocher, paru chez Mediapol en 2023. Nancy est médiatrice culturelle, guide et chercheuse en patrimoine funéraire. Titulaire d'une maîtrise en sciences des religions de l'UQAM, elle prépare un doctorat sur l'art et la symbolique funéraire dans les cimetières du centre du Québec. Depuis 2012, elle conçoit et anime des visites commencées, des expositions et conférences, récompensées à plusieurs reprises, par plusieurs prix et bourses. Elle collabore avec Tourisme Victoriaville depuis 20 ans et propose plus de 150 animations culturelles. Artiste, elle crée des œuvres inspirées des symboles funéraires. En 2021, elle reçoit le prix Lionel Groux pour son travail de valorisation du patrimoine funéraire régional. Et j'ajouterai pour ceux qui étaient abonnés au Prier la Parole l'année dernière, je pense, c'est elle qui avait fait les couvertures du Prier la Parole pendant un an. Une période de questions suivra la discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble. Je les récolterai et je les recueillerai en vue de la période de questions prévue à cet effet à la fin de la conférence. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Le Dernier Repos, Cimetière et patrimoine funéraire du Québec en rabais aux participantes et aux participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger si vous êtes à Montréal ou même à la librairie du Montmartre si vous êtes à Québec. L'un d'entre vous ou l'une d'entre vous aura aussi la chance de gagner un exemplaire gratuit de ce livre. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage au sort aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes et à tous les participants de ce webinaire. Bonjour à Nancy, bonjour Bonjour. François. Bonjour. Euh, le sujet de notre webinaire est surprenant. Ce sont des cimetières, l'art funéraire, ce rapport à la mort. Je ne dirais pas au mortifère, mais tout de même un peu au macabre. C'est vrai aussi que cette conversation, nous avons au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le jour de commémoration pour les croyants de tous les saints et saintes et tous les fidèles défunts. Donc, le sujet s'y prête bien. Alors, sans trop tarder, on va entamer notre conversation par une question toute simple et je vais d'abord me tourner vers François. François, même dans votre ouvrage, vous posez cette question, donc je vais vous la poser. Pourquoi un ouvrage sur les cimetières et le patrimoine funéraire? Oui. Qu'est-ce que vous Eh a bien, marqué? Pourquoi le sujet vous a attiré? initialement, c'était pour une raison personnelle que je me suis tourné vers ce sujet. C'était une certaine angoisse que je ressentais vis-à-vis de la mort. Et plutôt que de fuir cette angoisse, j'ai décidé d'aller à sa rencontre, d'essayer de l'apprivoiser en allant rencontrer le sujet sur place, dans des cimetières. Et ensuite, au fil de mes découvertes, je me suis rendu compte que c'était un sujet passionnant à plusieurs niveaux. D'abord, au point de vue de l'histoire, chaque cimetière est comme un centre d'archives à ciel ouvert qu'on peut consulter pour apprendre l'histoire locale.
Deuxièmement, c'est un lieu, en effet, où il y a un magnifique art funéraire sous forme de statues, de sculptures, chemin de la croix, calvaire. D'autre part, c'est aussi des lieux où la nature resplendit, un lieu de tranquillité où on peut se promener en pleine nature. Et quatrièmement, c'est un lieu où on peut découvrir différentes conceptions de la mort selon les différentes cultures et religions. Alors, ces quatre thèmes-là m'ont interpellé en particulier. François Guillet, si je vous comprends bien, quand vous n'avez rien à faire ou quand vous avez un moment libre, vous dites, tiens, pourquoi ne pas faire un tour au cimetière, quoi, hein, pour Oui, regarder un peu les statues et de passer un moment en silence. oui, c'est un lieu qu'on oublie, mais ça fait une belle visite gratuite et dans la tranquillité. De nos jours, à une époque où tout coûte cher, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir vraiment une charmante promenade dans un cimetière près de chez nous. Et dans mon livre, je n'insiste pas tellement sur l'aspect macabre et inquiétant, mais plutôt sur l'aspect de la sérénité. Lors de mes promenades, j'ai rencontré des gens qui y allaient justement pour cette sérénité ou pour observer les oiseaux. Alors, j'encourage tout le monde à le faire. Mhm. Et à partir de cela, voilà, vous avez fait les visites de cimetières un peu par l'inquiétude ou votre questionnement personnel vis-à-vis de la mort. Vous dites que c'est un lieu de sérénité. Vous, Nancy Shank, vous faites un peu aussi découvrir aux gens ces lieux de l'art funéraire et des lieux du repos. Euh, Qu'est-ce que vous découvrez dans ces lieux d'ailleurs? Pourquoi vous le faites? Ça vous permet peut-être de dire. Et comment vous avez reçu cette approche de François? Pourquoi je le fais? Ben, au départ, je suis artiste, même si après des années, ça m'a pris des années à l'accepter que être artiste, c'est pas juste être bon en dessin. Je suis intéressée par la photographie. Donc, je restais à 3 rues d'un cimetière et au mois de novembre, quand il n'y a plus de fleurs, d'arbres et tout ça photographié, j'ai pris une marche dans le cimetière et j'ai renoué avec un intérêt que j'avais en faire, c'est-à-dire toute la symbolique ou le décor qu'il y avait dans les églises, que j'ai revu à travers des statuaires, des symboles dans ce cimetière-là à Victoriaville, le cimetière Sainte-Victoire. Et là, j'ai commencé à faire des photographies. Et ce qui est intéressant quand on fait de la photographie, c'est que ça bouge pas un monument funéraire. Ça prend pas beaucoup de matériel ou un gros budget d'accessoires. Donc, j'ai commencé à faire des photographies et là, à remarquer des symboles et à revoir la piqûre de chercher qu'est-ce que ça voulait dire, de m'acheter des livres sur la symbolique, de fouiller. Et de fil en aiguille, c'est devenu une passion et la passion est devenue un travail à temps partiel ou à contrat. C'est-à-dire que je crée mes propres projets, soit artistiques ou de visites commentées. Je suis la conceptrice, la guide, l'animatrice, la chercheur, qui fait que je peux faire un tout avec un projet de culture ou historique sans faire un gros rapport historique, mais avec un survol. Mais j'amène les gens à voir les symboles autrement. Pourquoi il y a des roses, pourquoi on met des maris dans le cimetière, pourquoi des saintes familles, etc. Le langage que les gens ont perdu au fil des ans. Parce que moi, dans ma région, il y a 150 ans, la majorité des cimetières sont à l'époque victorienne très exubérants. On en voit dans les grandes villes, dont Québec. Mais en même temps, on a perdu les clés pour interpréter les symboles de cette période-là. Et là, on est aujourd'hui dans du symbole individuel. Le livre de M. Guillet m'a intéressée justement parce que c'est ma banque de livres sur les cimetières et j'aimais le côté croquis, le côté carnet de voyage, expérience personnelle et surtout la belle bibliographie qu'il y a à la fin qui, moi, pour moi, est importante parce que ça me permet de voir si le livre ou la personne a fait des belles recherches puis s'il n'y a pas des découvertes à faire. Là, ça, c'est le côté ancienne libraire, chercheur qui parle. Oui. Alors, chez vous, tous les deux, il y a comme un constat. Vous, François, vous dites, bon, je me suis allé promener au cimetière et j'ai vu du monde. Tel que j'ai entendu à partir de ce que Nancy disait, il y a aussi du monde qui se promène au cimetière et qui s'intéresse. En fait, les cimetières ne sont pas si tranquilles et abandonnés. En fait, c'est pas forcément les lieux qui font peur, les lieux qui attirent.
Pourquoi vous pensez cet attrait vis-à-vis des lieux qui sont les lieux de la mort, du repos, de- des êtres ou de mémoire qui comme ne bougent plus. De temps en temps, j'ai une plaisanterie et je dis, vous savez, il y a dans notre monde un endroit où tout est parfaitement équilibré et personne ne bouge, c'est les cimetières. Alors, François, quel est dans votre parcours? Est-ce qu'il y avait un déplacement? Vous avez dit, vous avez eu l'inquiétude vis-à-vis de la mort. Comment cette inquiétude se développait, se transformait? En fait, qu'est-ce que s'est passé pendant que vous avez fait ces visites? Oui, ben, j'ai remarqué que ces lieux n'étaient pas des lieux, en effet, simplement morbides ou inquiétants. Parfois, c'était des lieux de vie et de renaissance, particulièrement dans les cimetières qui sont de type jardin, cimetière-jardin, comme on peut le trouver, par exemple, au cimetière Mount Hermont dans la région de Québec. Donc, c'est un beau cimetière situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, avec plein d'arbres matures. Alors, ça donne pas l'impression d'une fin ou d'une mort, mais plutôt d'une renaissance, d'une participation à un cycle de la vie. C'est ce qu'on peut remarquer dans d'autres cimetières aussi, comme à Granby, cimetière Monseigneur Pelletier, où il y a un boisé de vie, par exemple. Les gens ont la possibilité de se faire incinérer dans une urne biologique. Et au-dessus de cette urne, il peut y avoir un arbre qui pousse, un arbre ou une plante laissée au choix de la personne. Donc ça, c'est des visions encourageantes, par exemple. Et ce qui est encourageant aussi, c'est de voir l'amour que les proches donnent à leurs défunts. Donc souvent, aux plusieurs endroits où je suis allé, j'ai vu des tombes fleuries avec des gens qui en prenaient soin. Alors, je pense qu'il y a un désir chez les gens de garder le souvenir de leurs proches. Donc, même si on a dans notre société un certain tabou de la mort, d'autre part, on a quand même aussi une volonté de se souvenir de nos défunts, qui étaient charmants. Ça, c'est des choses qui ont pu réconcilier avec le thème de la mort. C'est interpellant ce que vous dites. Et vous, Nancy, quand vous visitez, bon, évidemment, le symbolique est intéressant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont au-delà du symbolique que vous repérez dans votre rapport à la mort, aux défunts, aux souvenirs? Il faut dire que les cimetières répondent à différentes tribus, on va dire dans le Hmm, tourisme, différentes hmm, tribus. Moi, quand j'ai commencé à faire des photographies et à exposer, on me considérait comme gothique et weird, un peu comme on voit Mercredi, qui est si populaire à la télévision. Mais en même temps, quand on a commencé à faire des émissions comme Passion Maison, au hmm. Québec, on a renoué avec un patrimoine. Et là, je suis passée de gothique à in et patrimonial. Je fais toujours la même chose. Oui. Donc, le regard change. Ce qu'on s'aperçoit, entre autres, avec mes études doctorales, c'est qu'il y a tout un courant aussi qui veut se rapprocher de la mort pour y vivre une expérience qu'il appelle le tourisme sombre ou les pèlerinages sombres. Donc, il y a une forme de micro-pèlerinage à aller au cimetière, effectivement. Il y a des gens qui vont y aller, bien sûr, pour le côté un peu plus macabre, bon, tout ce qui est Ghost Hunter, les chasseurs de fantômes, etc. Bon, ça, c'est une catégorie que moi, je ne touche pas, mais on peut Hmm. dire que c'est présent. On a la catégorie de ceux qui veulent se souvenir de leur personne enterrée, donc les deuillants qui en ont besoin. On a les touristes qui arrivent comme ça, puis qui découvrent une activité inusitée, qui redécouvrent un patrimoine. Et on a toute une autre gang qui est, elles autres, intéressées à la culture, à l'art, au patrimoine, à l'histoire, et qui viennent voir dans un lieu où ils se disent, ah, il y a tout ça dans ce lieu-là. Et on a encore l'autre tribu qui, elle, c'est juste aller prendre l'air dehors pour marcher, entre autres, dans les cimetières. Et la plupart des gens ne savent pas que les cimetières jardins sont les ancêtres des parcs publics, entre autres Central Park, et calqués sur les cimetières jardins, dont celui de Québec que M. Guillemet parlait. Et au lieu d'avoir au détour une œuvre tombale, on a une œuvre d'art, une piscine, un bosquet. Donc, c'est vraiment les ancêtres. Et c'était courant à l'époque victorienne d'aller pique-niquer le dimanche au cimetière. L'air était frais, était pur, il y avait moins de pollution que dans la ville. Et on allait là aussi pour aller se recueillir, ce qu'on a perdu. On est dans une société qui cache la mort, mais on cache la maladie, on cache le fait qu'il ne faut pas vieillir. Et comme j'étais intervenant spirituel pendant 7 ans, j'accompagnais des gens en fin de vie, le rapport à la mort n'est pas toujours facile dans la société actuelle.
Et tous les deux, qu'est-ce que vous en dites dans notre rapport à la mort? Les cimetières, ça nous aide, et ici, ça nous aide. Comment ça peut nous aider? Qu'est-ce que, par exemple, voilà, vous, Nancy, vous dites le rapport à la mort n'est pas facile. François, vous avez dit c'est quand même ça m'inquiétait, mon rapport personnel à la mort. Alors, voilà, j'ai un ami, une amie, et je remarque que cette personne a une inquiétude ou un rapport difficile. Comment je peux approcher cette réalité du cimetière? François, est-ce que je dis tout simplement, tiens, on va faire un tour au cimetière, regarder le monument ou Nancy, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Oui, ben, c'est bien possible, en effet, d'aller au cimetière. Souvent, ce qu'on peut lire sur des tombes, c'est des histoires intéressantes, pas seulement des histoires morbides. Mhm, Par exemple, on découvre une page d'histoire à chaque fois. On peut découvrir les liens de parenté qui sont inscrits sur les tombes. On peut découvrir les professions qui sont indiquées, médecins, notaires, avocats. On peut y lire des devises de vie, comme par exemple foi, vertu, courage. Parfois, on y découvre aussi une page d'histoire. Je me souviens de cette histoire d'un jeune orangiste au cimetière Mont-Royal qui avait été attaqué par un autre groupe de jeunes gens. Ça avait causé un affrontement entre catholiques et protestants. Ça, c'est une histoire qu'on peut lire simplement sur une tombe. Donc, ça serait erroné de penser qu'on peut y lire juste des dates de naissance et de mort. On peut mhm, y découvrir toute une histoire. Et à travers les devises de vie, on peut y découvrir des paroles encourageantes qui nous aident à passer à travers la vie et à travers la mort. Donc, il y a de la philosophie ou de la spiritualité qu'on peut découvrir sur les tombes elles-mêmes. Alors, c'est ça, j'essaie de m'éloigner autant que possible de l'aspect morbide, inquiétant, et j'en fais une visite apaisante. Mhm. même si c'est un aspect peut-être va être présent, mais comme vous Oui, dites, François, il n'est pas le seul aspect qui va surplomber notre conscience et oui. notre l'intériorité. Et vous, Nancy, que dites-vous? Voilà. Oui, le fameux rapport à la mort qui est compliqué actuellement parce qu'on est toujours dans l'instant présent. Et moi, j'ai pris le problème à l'envers. En faisant les visites, j'amène les gens à franchir un portail. Bon, je sais, j'ai des gens que je connais qui ne viendront jamais à mes visites parce qu'ils ne peuvent pas franchir le portail du cimetière. C'est de passer de cet espace profane à cet espace sacré, qui est un symbole de notre mortalité. Ça ne marche pas. Mhm, Donc, ce que j'ai fait, c'est que c'est comme ça que j'ai développé finalement des activités pour amener des enfants à découvrir les cimetières. Si on veut moins de vandalisme, il faut sensibiliser les jeunes au fait qu'il y a des trésors, amener des expositions de photos à l'extérieur du cimetière et des églises, c'est-à-dire dans des bibliothèques, dans des lieux. Et j'ai même fait une activité dans un CHSLD avec des personnes âgées qui étaient à 2 coins de rue d'un cimetière local où on a parlé du rapport à la mort, de comment ils voyaient ça. Et je leur ai fini l'activité avec des images très douces que j'avais prises dans les cimetières pour parler des symboles et même les familles présentes m'ont dit, on mhm, ne pensait pas que ça pouvait être si intéressant parce qu'on avait au départ la peur que ça soit morbide parce que les gens disaient, oui, mais un CHSLD, c'est le dernier endroit où on va vivre. Puis moi, je disais, non, eux autres, nos aînés sont accoutumés à la mort. Ils la voient. Ils savent quand leur voisin est décédé. Il y a 50, 60, 100 ans, on exposait à la maison. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on a une coupure par rapport à ça. Et c'est comme de ramener doucement ce lien-là, de dire, ben, ça fait partie de la vie, il faut que j'y pense, d'y aller doucement. Donc, je pense, moi, que c'est par la douceur qu'on peut ramener les gens vers le cimetière et à réfléchir sur leur sens de la vie et non à faire des choses qui soient très brutales ou très difficiles. Il faut laisser les gens avancer, un peu comme un intervenant en soins spirituels. On suit souvent plus en arrière la personne en fin de vie qu'on est à ses côtés, mais on reste là si elle a besoin. Donc, je pense que c'est vraiment un accompagnement doux. euh, et C'est je- intéressant ce que vous dites, Nancy, en disant que c'est une rencontre Mhm, dans ce lieu ou autour de ce lieu ou grâce à ce lieu pour cheminer ensemble entre plusieurs générations, en fait. Et oui. ce que j'ai entendu d'une certaine manière dans ce que François disait, c'est les lieux échanger la mémoire, partager la mémoire, Mhm, approfondir la relation grâce à la mémoire. Et peut-être pour
les auditeurs et auditrices de notre webinaire, ça peut donner une idée intéressante si nos auditeurs et auditrices sont plus âgés, comment faire une rencontre avec les enfants, les petits-enfants. Mhm. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, comment peut-être inviter maman, papa, grand-papa, grand-maman pour précisément aborder un sujet qui est délicat et pourtant c'est important dans notre vie. Oui, Oui, et j'avais même fait une activité avec un groupe de jeunes en pastoral jeunesse qui s'en allaient faire leur confirmation, si je me souviens bien. Et il y avait, c'était dans un cimetière, il y avait une activité de frottis, ça c'était sous supervision. Et il y avait le groupe de responsables pastoraux. Et il y avait une jeune fille d'à peu près 8 ans qui m'a dit, si je vais sur la tombe ou le monument de ma grand-mère, est-ce que je peux tout prendre? Parce que moi, j'avais donné des règles. On prend juste le symbole, on prend pas les noms. J'ai dit oui parce que j'ai dit c'est ta grand-mère. Et elle avait fait toute son œuvre autour. Elle l'a roulé, puis elle l'a donné à son papa en disant, Papa, on va l'amener à la maison, puis on va le montrer à tout le monde. Puis après ça, je veux qu'il mhm, soit encadré. Tu sais, c'était son rapport à sa oui, grand-mère, cette espèce de lien. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut amener les gens à devenir un peu des enfants, puis à pas redouter le lieu, parce que les enfants ne le redoutent pas du tout. Ils sont curieux, ils sont intéressés. oui. Et je dirais aussi qu'il n'y a pas seulement les cimetières qui sont intéressants à visiter, mais aussi tous les autres lieux commémoratifs où il y a un certain aspect aux funéraires. Dans mon livre, j'inclus par exemple le lieu de l'espace mémoire de la municipalité de Mégantic où il y a eu la fameuse tragédie ferroviaire. Donc, c'est un endroit important pour les générations qui n'ont pas connu pleinement cette tragédie, de s'y rendre, de se souvenir de ce qui s'est passé. Ça fait partie de notre histoire collective. Il y a un autre endroit, par exemple, qui m'a marqué, qui était le lieu de naufrage de l'Empress of Ireland Mhm. dans le fleuve Saint-Laurent, en face de la municipalité de Sainte-Luce. Donc là aussi, c'est une des plus grosses tragédies maritimes de l'histoire du Canada. Donc, ça vaut la peine d'aller en pèlerinage pour s'en souvenir ou même pour découvrir cet épisode qui est méconnu de la plupart. Alors, donc, dans ce livre, c'est ça, j'ai voulu inclure tout ce qui est commémoratif, pas seulement funéraire, parce qu'il y a du funéraire à l'extérieur des cimetières aussi. Oui. François, vous devancez un peu même ma question parce que maintenant, quand on a un peu discuté les lignes générales de ces lieux de mémoire de notre passé, qui sont les cimetières ou d'autres lieux des monuments qui nous rappellent les événements importants dans le passé, euh, votre livre, il faut quand même dire, nous ne vivons pas tous dans les mêmes régions, mais votre livre, il présente une palette de ces lieux à travers la province de Québec. Alors, maintenant, je vais vous inviter et l'un et l'autre nous faire découvrir peut-être endroit par endroit, région par région. On va commencer peut-être par la capitale nationale, Québec. Qu'est-ce Oui. que au Québec et dans ses environs, qu'est-ce que ça vaut la peine de voir pour se mémorer? Disons, un endroit, François, un Oui, endroit, Nancy. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vraiment indispensable. oui. Eh bien, ce qu'on voit à l'écran, l'image qu'on voit là ici, c'est celle de l'Hôpital général de Québec, Mhm. tenu par les Augustines. Donc, ça, c'est un lieu charmant où on retrouve entre autres la mausolée qui a les restes de Montcalm. Et c'est un lieu d'histoire très intéressant parce que les Augustines, très longtemps, ont offert les soins aux malades et aux démunis. Donc, leur œuvre était principalement pour ceux qui avaient peu de ressources. Puis au moment de la conquête, quand il y a eu les affrontements entre Français et Britanniques, elles étaient là pour prendre soin des uns et des autres sans discrimination. Et donc, il y a beaucoup de soldats qui se sont affrontés durant cette guerre, qui sont enterrés au cimetière ou dans les environs. Alors, ça, c'est un lieu touchant. Et sur une note personnelle, je pourrais rajouter aussi Grosse-Île, qui m'a beaucoup marqué, Mhm. dans le fleuve Saint-Laurent, donc non loin de Québec. C'était une station de quarantaine quand des immigrants venaient d'Europe pour éviter la transmission de maladies comme le choléra ou le typhus. Il y en a beaucoup qui débarquaient sur Grosse-Île en attente finalement de retrouver la santé ou de s'assurer qu'ils aient la santé. Ça, quand j'ai fait ce petit voyage sur Grosse-Île, un petit bateau qui nous amène là, ça a été vraiment dépaysant et émouvant. Je le recommande beaucoup.
Et Oui. vous aussi dans la ville de Québec et ses environs, qu'est-ce que vous dites? Voilà, dans la ville de Québec et ses environs, où est-ce que j'amène le groupe que j'accompagne? C'est sûr que les deux lieux que M. Guillet a parlé sont intéressants. Moi, je dirais, j'en aurais quatre, je crois. J'irais au cimetière de Sillery qui est au coin de Maguire. Oui, c'est le Euh, Mont Hermon, hein? bon, lui qui est magnifique. D'ailleurs, c'est un cimetière avec un ange qui est assez rare dans les cimetières de type protestant. Oui. Après ça, il y a le cimetière juif à Québec pour voir qu'il y avait une communauté juive aussi. Le cimetière Saint-Charles, toute la partie ancienne pour l'exubérance des monuments. Et j'irai sur celui Belmont, Notre-Dame de Belmont, qui est pas très loin de l'université. Toute la section ancienne avec les mausolées, c'est vraiment magnifique. Je dirais que ça, c'est les incontournables à faire à Québec. Donc, peu importe dans quelle partie, si on se rend vers, disons, vers le centre, on peut toujours découvrir un lieu pour se promener, pour échanger. Maintenant, si on se déplaçait vers Montréal, la métropole, qu'est-ce qu'il faut découvrir à Montréal? Un, deux lieux chacun. Oui. François? Donc, moi, celui qui m'a marqué le plus, c'était simplement le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et ça rejoint Nancy ici parce qu'il y a vraiment beaucoup d'art funéraire magnifique dans ce cimetière. Il y a des monuments ou des mausolées démesurés, étagés. Il y a énormément de statues qui représentent finalement des femmes mélancoliques ou pleureuses, ainsi que des saints, que ce soit Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue. Donc vraiment, j'ai passé des longs moments à observer tout cet art magnifique. Et comme deuxième lieu, attendez que j'y pense, je dirais il y a le cimetière des Trembles à l'extrémité est de la ville, dans le coin de Mm. Pointe-aux-Trembles. C'est un cimetière qui laisse une place immense à la nature. En fait, chacune des tombes doit être minuscule, ne doit pas avoir plus qu'un pied de hauteur. C'est une politique du cimetière qui a été choisie à la fois pour préserver la nature des lieux et pour instaurer une certaine égalité des gens dans la mort. Alors, quand je suis allé visiter ce lieu, j'y ai vu, par exemple, des canards, des écureuils, des cerfs. Alors, ça, c'était plein de nature. Mm. C'est sûr. Et vous aussi, oui. À Montréal, c'est sûr, l'incontournable, c'est le cimetière, les deux cimetières de la montagne, autant Notre-Dame-des-Neiges que celui anglophone, qui sont des incontournables, sont un à côté de l'autre. Et après ça, je pense de peut-être aller voir dans certaines églises quand il y a des cryptes. Je sais qu'il y en a une d'une communauté, mais j'ai oublié le nom de la communauté à Montréal. Ça, c'est intéressant qu'on peut aller visiter à l'occasion euh, un enterrement qui était dans une crypte spéciale sous une église ou dans une bâtisse. Je sais qu'à Québec, à la basilique, on peut y aller. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est différent de comprendre quand c'était à Santos ou encore dans la région de Saint-Roch-des-Aunais aussi. Il y en a beaucoup, là. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Dans les cathédrales, les cryptes ne sont pas toujours ouvertes, même Pas s'il y a toujours. des jours où ils sont ouvertes, parce C'est que ça. les cathédrales, donc la cathédrale à Montréal et la cathédrale à Québec, ce sont les lieux où reposent les archevêques. Mhm, Sauf, comme on le sait, il y a un à Québec qui ne repose pas à la cathédrale, il repose à l'hôpital général, en tout cas pour le moment, c'est Monseigneur de Saint-Vallier, deuxième mhm. archevêque de Québec. Donc lui, pour les raisons historiques, ses relations avec la communauté des Augustines et son désir d'être parmi les pauvres. Voilà, le symbolique, l'histoire se déploie. Alors, à Montréal, c'est cela. Après, on va se déplacer. Je ne sais pas dans quel sens. Peut-être on va aller vers Mauricie ou je ne sais pas. Comment vous voyez? Dites, donnez-nous quelques directions. Après Québec et Montréal, où faut-il aller? Oui. Moi, un qui m'a marqué également, c'était le cimetière de Mont-Saint-Hilaire. Alors, premièrement, c'est dans un cadre naturel merveilleux où on voit la montagne en arrière-plan. Et c'est un cimetière où il y a beaucoup d'artistes qui s'y trouvent. Donc, j'ai eu l'occasion de faire la visite avec une dame qui connaissait bien les lieux. On y trouve, par exemple, des grands artistes comme Osias Leduc, qui a été un peintre important en matière de peinture religieuse. Paul-Émile Borduas y est enterré aussi. On a, par exemple, un sculpteur comme Jordi Bonnet. On a des acteurs comme le fameux Capitaine Bonhomme ou le cinéaste qui avait fait le film Les Arts.
Alors, ça, se promener dans ce cimetière-là, c'est se promener un peu dans l'histoire artistique et culturelle du Québec. Alors, j'ai beaucoup aimé. Et l'image qu'on voit à l'écran, ça, c'était le cimetière d'Alma, lui aussi qui était rempli d'une nature exubérante. Et ce que j'aime, c'est que la nature n'était pas enrégimentée, elle était foisonnante, on lui laissait de la liberté. Et on a même nommé chacun des sentiers du cimetière du nom d'un oiseau, comme l'avenue du colibri ou d'autres oiseaux. Donc, ça vous donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, merci François, c'est intéressant parce que ça donne l'air aussi un peu léger, un peu élever le regard vers le ciel. Et vous, Nancy? Ben là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vous invite à Victoriaville, venir voir nos deux cimetières patrimoniaux qui ont une appellation patrimoniale par la municipalité. Donc, la ville leur a donné ce caractère-là. Sainte-Victoire, qui est un cimetière d'inspiration, cimetière jardin, mais un peu plus j'ai envie de dire recadré, avec beaucoup d'arbres. Beaucoup de gens se promènent de l'été, donc on va voir dans un petit cimetière toutes sortes de classes sociales, de la plus grosse pleureuse que j'ai pas vue à date dans un cimetière à la plus petite croix en fonte. Donc c'est assez intéressant. On a même un diplomate qui est enterré, mais là j'oublie le nom. Et il y a Saint-Christophe de Tabasca qui est le cimetière juste à côté, sur la montagne, qui lui est un cimetière qui n'a pas bougé vraiment non plus, mais où on a beaucoup de notables, dont les demi-frères de Sir Wilfrid Laurier, qui a été premier ministre du Canada et qui vivait dans la région. On a ses demi-frères et on a aussi Armand Lavergne qui a été un défenseur de la loi française, bien avant la loi 101, avait promulgué la loi Lavergne en 1930. Et on a l'artiste Suzor Côté, peintre canadien connu à l'international, qui est enterré chez nous, donc à Saint-Christophe. Donc, c'est un très beau cimetière avec plus de notables, mais autant on a des monuments de notables, on a aussi une belle croix en fer forgé faite par un forgeron totalement anonyme. Donc, c'est des beaux petits cimetières à visiter, mais je dirais que chaque cimetière vaut la peine d'être visité. Ah oui, merci. Jusque-là, nous avons comme pensé que les cimetières, les monuments funéraires, ça concerne disons, les Canadiens français ou les anglophones, mais qui sont plutôt, disons, étaient des appartenances chrétiennes. Sauf que dans votre livre, François, vous attirez notre attention que sur la terre de Canada, du Québec, nous avons d'autres manières de voir la mort, vivre en relation avec les défunts par d'autres traditions religieuses. Dites-nous quelque chose. Quels sont les lieux qui sont attirés votre attention? Et après, Nancy nous dira aussi ce qu'elle pense de cet autre un peu approche des lieux funéraires. Oui, donc j'ai voulu souligner l'aspect multiculturel de notre province, de notre pays, en visitant des cimetières d'autres confessions. Je suis allé, par exemple, à un cimetière musulman à Laval, euh, où j'ai pu voir qu'il y avait une grande sobriété, un grand dénuement dans les lieux, mais un lieu qui était aussi vraiment, les gens s'occupaient de leurs défunts, c'était très décoré, c'était très rempli de roses et de fleurs. Je sais qu'ils ont aussi des belles traditions qui consistent d'abord à laver le corps du défunt, ensuite le recouvrir d'un linceul blanc parfumé, de pratiquer ensuite la prière funéraire et la procession jusqu'au cimetière. Ils ont leur pratique aussi, de la même façon que les Juifs qui ont été mentionnés par Nancy, ou dans la région de Québec. On a le cimetière juif Beth Israël, qui est un site patrimonial du Canada, où on peut remarquer différents symboles liés au judaïsme, que ce soit le livre de la Torah ouvert, l'étoile de David, le ménorah, chandelier à sept branches, donc plusieurs symboliques à voir. Et également dans la région de Québec, j'ai voulu inclure un cimetière d'appartenance autochtone. Donc, on a la réserve Wandake, où on retrouve des symboles associés aux Autochtones, que ce soit la longue barque, l'aigle, la tortue, l'ours. Et ça a été l'occasion pour moi aussi de découvrir leur fameuse tradition de la fête des morts, parce que de leur part, à chaque 10 ans à peu près, ils déterrent leurs défunts
euh, ils les nettoient et ils vont prendre un repas avec eux. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ils célèbrent avec eux avant de les ramener à la tombe. Alors ça aussi, c'est un autre rapport à la mort. Mhm. Et vous, Nancy, comment vous fréquentez ces lieux d'autres traditions culturelles ou religieuses? Ben, c'est sûr qu'en région, au départ, on a un peu moins de variété, mais c'est surprenant ce qu'on peut trouver dans les cimetières, autant catholiques, on a des cimetières protestants de différentes familles. Donc, on va avoir des symboles ou des gens qui sont différents. Et à l'occasion, en tout cas au centre du Québec, on va avoir aussi quelques tombes avec des images amérindiennes, des images un peu plus de l'armée américaine. Tu sais, on va avoir une diversité qui va venir se créer, qui va amener finalement dans ces cimetières-là une dynamique un petit peu différente. C'est sûr que les carrés musulmans, il y en a au Québec, c'est merveilleux. Il y a des cimetières éventuellement qui vont s'implanter. On a des cimetières juifs, mais on en a qui sont disparus. À Trois-Rivières, il y avait un cimetière juif, mais il est entièrement disparu, qui était dans le centre-ville. Donc, on sait qu'il existe, on sait où il était, mais il y a plus de traces comme telles. Donc, on voit qu'il y a eu un passé. On va avoir aussi des traditions orthodoxes. Donc, je sais qu'il y a un cimetière, je crois que c'est dans l'Anaudière, mais on en voit à l'occasion ailleurs. On voit des inspirations celtiques ou des croix celtiques dans les cimetières aussi. Donc, la diversité n'est pas juste dans un cimetière, mais dans plusieurs, en tout cas selon mes constatations. Je vais vous poser une question un peu délicate dans le sens, voilà, je suis un homme qui n'a pas de grandes connaissances dans le spiritualité. Je me promène et je dis, tiens, je vais faire un tour dans le cimetière. Et là, je vois tous ces symboles. Je vois un chandelier à cette branche. Je vois ce que après je vais apprendre s'appelle l'étoile de David. Je vois une demi-lune. Je vois une croix comme deux barres superposées. Après, je vois une croix, trois barres. Quelles sont les bonnes, j'ai presque envie de dire, les démarches ou des réflexes quand on rencontre un symbole qu'on ne connaît pas et dans un lieu si important qui est le lieu de commémoration de mort. Où faut-il s'adresser pour un peu décrypter sous cela? Évidemment, il faut avoir le livre de François parce qu'il en parle un petit peu, mais plus largement que ça. Oui, ben, je dirais que les cimetières sont très souvent associés à une église. Donc déjà, ça peut être intéressant après notre visite du cimetière d'aller à l'église même, qui est aussi magnifique à admirer, et parler avec le prêtre ou avec le bénévole qui est présent, qui va nous éclairer sur les différents symboles. On pouvait aller parler à la Société d'histoire locale. Justement, parfois, quand j'ai fait mes visites de cimetière, j'ai eu la chance de la faire avec une membre, par exemple, d'une société d'histoire, très informée. Euh, et également, si c'est d'autres communautés, que ce soit du judaïsme ou musulman, on peut essayer d'entrer en contact avec ces gens qui sont toujours accueillants aussi. Euh, J'avais été en contact avec eux aussi pour mon livre précédent, Montréal de clocher en clocher. Parfois, on ressent une gêne à entrer en contact avec une autre communauté, mais selon mon expérience, ils sont toujours accueillants et ça leur fait plaisir de partager les caractéristiques de leur culture, de leur religion. Alors, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à l'autre et de poser des questions. Et vous, Nancy, comment vous, qui êtes spécialiste un peu de symbolique, où vous allez référer les gens pour un peu redécouvrir cela? Évidemment, on pourra vous appeler maintenant quand vous êtes connu, vous aurez beaucoup plus de contacts, mais si, voilà, je ne connaissais pas Nancy Shank, qu'est-ce que je fais? Je vous dirais, la première chose à éviter, c'est faire ChatGPT ou n'importe quelle IA de ce monde. Deux, ne pas se fier à l'information sur Internet, sauf si elle est issue d'une société historique, d'une société d'archives, d'une corporation de gestion de cimetière, de thanatologue, parce que c'est de l'information souvent copiée-collée, galvaudée ou souvent tronquée. Je vous dirais, le premier livre à s'acheter, c'est le Dictionnaire des symboles, le classique,
qui se vend partout. Là, je cherche l'auteur, mais il y a le dictionnaire des symboles parce qu'on va avoir l'information générale sur le symbole. Et si on ne sait pas ce que c'est, prendre une photo, oui, faire une recherche avec Google Images, entre autres, peut être une bonne idée, mais de faire très attention à l'information qui va sortir parce que, je vais donner un exemple, la svastika. C'est un symbole qui a été aussi, entre guillemets, mal utilisé dans certaines tranches de l'histoire. Un symbole très positif devenu très négatif pour certains. Et on entend souvent des histoires là, de gens qui ne saisissent pas la différence parce qu'un symbole, ça a plusieurs couches. Et comme je dis toujours, c'est comme un gâteau avec du crémage. Quand le crémage craque, des fois, on voit un petit peu dedans, mais des fois, on voit jusqu'au fond, mais on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc, il faut vraiment y aller avec parcimonie et pas dire n'importe quoi si on ne le sait pas. Il y a certains sites aussi sur Facebook d'amateurs de cimetières qui sont intéressants, mais encore là, il faut faire attention à ce qui est mentionné. Des fois, ce n'est pas toujours exact. Pour clôturer notre conversation, je vais poser une question d'une manière un peu délicate. Tout de même, je vais, disons, avancer dans ce sujet sur les sables un peu glissants ou mouvants. Vous savez, dans l'histoire, c'est vrai pour plusieurs euh, traditions religieuses ou civiles, il y a des ceux qui étaient entourés et enterrés dans la clôture du cimetière, il y a ceux qui n'avaient pas le droit et qui étaient expulsés hors de la clôture. C'est-à-dire, vous n'avez pas fréquenté l'église, vous ne serez pas enterré dans cet espace. Est-ce que vous pensez que l'espace disons, de l'inhumation, c'est un espace du privilège, de droit? Comment les normativités doivent un peu régir tout cela? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être là-dedans et il y a ceux qui doivent être dehors? Est-ce qu'il y a ce qu'on peut permettre et ce qu'on ne peut pas permettre dans cet espace de mémoire collective? Quelles sont vos réflexions autour de ça? Oui, pour ma part, j'ai l'impression qu'il faut adopter une attitude de tolérance et d'ouverture autant que possible. Autrefois, c'était plus strict finalement, à savoir qui pouvait entrer dans le cimetière, qui ne pouvait pas y être. Je dirais que pour ma part, premièrement, pour ce qui est des visiteurs, on peut aller visiter un cimetière, quelle que soit notre confession. Donc, même si on n'est pas nécessairement un grand croyant, on peut se permettre d'aller visiter un cimetière catholique, protestant. On peut aller même visiter un cimetière d'une autre confession, par exemple de confession juive. Et je pense qu'il faut s'ouvrir aussi aux nouvelles pratiques funéraires de notre époque. Par exemple, maintenant, de nos jours, on a même des cimetières pour les animaux de compagnie. C'est ce que j'ai découvert, par exemple, à Chambly avec l'organisme Compagnon Éternel. Donc, on n'aurait pas pensé autrefois à mettre des animaux dans un cimetière, mais maintenant, il y a des gens pour qui ces petits êtres-là sont très importants. On leur offre un espace d'inhumation. Alors, c'est ça, j'aurais envie de dire qu'on y va dans l'ouverture plutôt que dans la restriction. Et vous, Nancy, comment vous voyez ce que je viens poser comme question? Je crois aussi que c'est l'ouverture parce que, mais là, faut savoir si on est dans un cimetière catholique ou un cimetière dit protestant, là, j'englobe toute la famille, où là, il y a des différences notables. Dans les cimetières dits protestants, à partir du moment que tu es chrétien, tu peux y être enterré. Dans le cimetière catholique, il faut que tu sois du rituel catholique. Si tu es orthodoxe dans un cimetière orthodoxe, juif, cimetière juif, carré musulman ou cimetière musulman pour les musulmans. Mais aujourd'hui, les gens ont tellement des foi mélangé avec toutes sortes d'éléments, que je pense qu'il y a une ouverture à faire. Il y a aussi beaucoup de changements au niveau des rituels funéraires. Tu sais, il y a 50 ans, porter les cendres d'un défunt dans le cou en reliquaire, on aurait trouvé ça un peu étrange. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait assez courant. La grande question, c'est plutôt l'urne, le reliquaire que j'ai dans le cou la journée que je n'en veux plus ou que j'ai fini mon deuil, qu'est-ce que je fais avec? Je pense que c'est de rester dans la disposition digne des restes humains qui est important. La disposition, que ce soit dans un cimetière écologique, une répartition des cendres, une en feu, un cimetière ou une autre façon de procéder, je pense qu'il faut rester dans le cadre légal où on vit.
qui est le plus important, avec une grande tolérance aussi, avec tous les changements, euh, parce que puis faire attention aussi à, comment je dirais, à voir avec le regard d'aujourd'hui des choses qui se sont faites il y a 10, 15 ou 20 ans ou 100 ans, où il y avait des gens peut-être moins recommandables qui étaient enterrés parce qu'ils étaient des donateurs de trucs. On a fait ça beaucoup aussi avec les statues commémoratives. Tu sais, on enlevait parce que c'était, par exemple, quelqu'un qui avait fait des choses abominables, on enlevait la statue. Je pense qu'il y a une grande réflexion collective à faire autour de ça. Qu'est-ce qu'on veut comme accueil aux défunts? Est-ce que ça serait le temps d'avoir des cimetières civils ou privés ou municipaux qui ne soient pas de confession? Peut-être. Ça pourrait être une solution, mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexions à faire autour de qu'est-ce qu'on fait avec nos restes et de ceux de nos proches. Mais ce que j'entends, ce que vous dites tous les deux, il y a une question qui nous est posée et on s'approche cela d'une manière, disons, non pas très frontale. Euh, vous avez tous les deux dit que les cimetières sont les lieux aussi des messages de transmission, de presque de formation. Est-ce que tout est passable ou il y a ce qu'on ne peut pas permettre? Et qui, dans ce cas, fait cette réflexion, ce qui est passable et ce qu'on ne peut pas permettre? Oui, j'ai l'impression que les cimetières ont néanmoins un aspect, une dimension sacrée. Depuis le Moyen Âge, là, au même titre que l'Église, on considère que le cimetière est sacré, qui fait partie de la distinction entre l'espace profane d'un côté et sacré. Alors, je crois qu'il faut garder une certaine dignité dans les messages. Il faut éviter probablement toute forme de discours haineux. Donc, ça serait à proscrire. Je sais qu'il y a certains cimetières qui, en effet, qui vont regarder quels sont les messages qu'on veut passer sur la tombe, qui vont devoir l'approuver. Ça avait été le cas, par exemple, au cimetière Mont-Royal. J'avais parlé au début de l'histoire de cet orangiste qui avait été en combat avec des catholiques. Donc, le message sur cette tombe-là avait été scruté attentivement pour pas écrire d'éléments choquants ou intolérables. Alors oui, il faut garder, je pense, une certaine dignité dans les messages, s'abstenir de toute forme de haine. Euh, il faut respecter cette dimension sacrée. Merci. Et si on monte au cimetière au Moyen Âge, il faut dire que le cimetière du Moyen Âge et aujourd'hui sont assez différents. Au Moyen Âge, on enterre et on déterre pour réenterrer d'autres pas. Quand les corps sont rendus des ossements, on va les déposer au charnier, qui est dans l'enceinte sacrée de l'Église. Et on réenterre. Donc, on n'a pas ou très peu de monuments dans les cimetières à ce moment-là. Et c'est pas ce qui est important. L'important, c'est qu'il y a des restes qui soient dans l'enceinte sacrée. Si je reviens à la question de base, oui, dans les cimetières confessionnels, il peut y avoir des limites, mais peut-être qu'on est dû justement avoir plus de cimetières privés qui pourraient permettre ce qui n'est pas acceptable dans un cimetière confessionnel. Moi, je sais que j'en ai un ici à côté de chez moi, à Victoriaville, qui est privé. C'est pour des urnes et des enfeux, mais c'est un cimetière privé. Donc, il n'y a pas de confession. C'est sûr qu'il y a un certain respect, probablement qu'il y aurait à faire, mais il y aurait encore là une grande réflexion à faire sur ce qu'on veut. Parce je pense que tout humain a le droit à une sépulture digne de ce nom, mais la forme et le lieu peut peut-être varier selon des choses. Et actuellement au Québec, on a des cimetières multiconfessionnels, oui, mais des vrais cimetières totalement privés, laïques, j'en connais pas beaucoup. Je connais celui-là, peut-être un ou deux, mais je pense que c'est peut-être une option qui serait à développer pour, j'ai envie, développer la tolérance. Merci beaucoup, Nancy Becky. Merci, François. Ça nous a pris un peu plus de temps que c'était prévu pour discuter, mais je pense tout le monde profitera de cette réflexion. Maintenant, Marie, avec le temps qui nous reste, guide-nous à travers les questions, hein. Merci Edouard. Comme vous l'avez dit, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps continuer à les écrire dans l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Alors la première, on a quand même plusieurs questions et commentaires pour commencer. La première nous vient de Étienne Saint-Aubin qui demande en quoi le maintien d'un cimetière prolonge-t-il l'apostolat d'une communauté chrétienne ou catholique? C'est une responsabilité tout de même assez exigeante en fait de détails de toutes sortes. Ne vaudrait-il pas mieux s'en départir et en confier le rôle à des entités neutres? Oui, je vous dirais,
En tout cas, d'après moi, je considère qu'un cimetière fait partie du patrimoine historique d'une province, d'un lieu. Alors, ça vaut la peine de le préserver au même titre qu'une église, parce que donc, même pour ceux qui ne sont pas croyants, il faut considérer que le cimetière et l'église font partie de notre histoire et contiennent des aspects informatifs les plus intéressants. Donc, par exemple, ne serait-ce que pour l'histoire d'une localité, si pour ceux qui s'intéressent à la généalogie, à l'histoire de leur localité, ils vont puiser une mine de renseignements à travers ce qui est écrit sur les tombes. Alors, ne serait-ce que pour ça, je crois que c'est intéressant de le préserver et aussi pour préserver l'art funéraire, au même titre qu'on préserve une œuvre d'art au musée. Je crois que c'est important de préserver la statue, la sculpture du cimetière. Grande question parce que on sait que les fabriques ont de moins en moins de sous, surtout dans les petites municipalités. Donc, il y a des fusions. Il y a déjà des sociétés de gestion de type laïque, on pourrait dire, pas tout à fait, mais qui gestionnent les cimetières, donc ce sont des OSBL ou l'équivalent. Mais je crois qu'il y a une tendance aussi, éventuellement, un peu comme on a fait, c'est fait en France, une municipalisation des cimetières, c'est-à-dire que ça revienne à la municipalité de gérer le cimetière, peut-être si c'est un cimetière plus laïque, mais éventuellement, je crois que excusez-moi, pas prévenir, mais oui, prévenir le vandale et la perte, mais aussi planifier la durée de vie des cimetières qu'on a actuellement. Il va y avoir des liens à faire entre les fabriques qui vont être obligées malheureusement de se départir des fois de la gestion et des sociétés de gestion qui vont être peut-être plus laïques, mais qui vont respecter le cadre sacré de certains des cimetières religieux ou spirituels. Justement, ce que vous dites tous les deux m'amène à une autre question. Je l'ai fait dans le désordre, mais c'est dans le même thème, c'est pour ça. Un de nos participants dit, on trouve plein de cimetières religieux dans beaucoup de petits villages en région. On doit compter sur un bénévolat qui s'essouffle. Y a-t-il beaucoup de transmission au monde municipal mieux organisé ou une limite de pérennité? J'avoue que sur cette question-là, je ne serais pas en mesure de répondre. J'imagine qu'il y a certaines municipalités qui sont plus impliquées dans la préservation du site. Il y a d'autres sites qui ont beaucoup de ressources, évidemment, comme par exemple le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Euh, mais j'encouragerais justement les citoyens d'une municipalité à s'intéresser à la préservation de leur cimetière, quelle que soit leur confession, leur croyance. Donc, au-delà de la religion, c'est un lieu important de leur histoire locale à préserver. Alors, si la municipalité peut demander, faire un appel à tous pour qu'il y ait des corvées, par exemple, de nettoyage, de mise à neuf du cimetière, je crois que ça nous concerne tous, pas seulement la fabrique, pas seulement l'Église locale. Moi, je dirais ce que j'en connais, là, parce que ça dépend des endroits. Je sais que des regroupements qui se sont faits de certains petits cimetières qui partagent la charge avec des employés, entre autres dans des gestions corporatives de cimetières. Mais je sais aussi qu'il y a des fonds, entre autres, je pense que c'est plus du côté des églises protestantes ou du diocèse protestant, qui ont une espèce de fonds qui fait que l'entretien du cimetière est fait, parce qu'un cimetière protestant est ad vitam aeternam la majorité du temps. Même dans le plus petit cimetière perdu dans un petit rang, l'entretien va être fait. Donc, peut-être que là, il y a éventuellement du côté catholique à penser des fondations spécifiques à l'entretien des cimetières. Et je pense qu'il y a un gros courant au niveau du patrimoine qui va se développer, qui devrait se développer pour justement amener les gens à reconnaître que c'est des lieux patrimoniaux comme les très belles églises qu'on a, c'est nos châteaux. Merci à tous les deux. Édouard, vous aviez quelque chose à ajouter Non, je peut-être? voulais dire tout simplement, en voyant les questions et ce que répondent François et Nancy, je pense que ça peut être intéressant vis-à-vis précisément de cette relation entre disons, l'Église, les croyants, les municipalités. C'est peut-être le moment d'organiser des rencontres avec François et Nancy en présentiel pour discuter de tout cela, non pas seulement en général, mais tout en partant de réflexions qui est dans le livre sur les réalités qui est locale et vraiment aborder les choses qui sont très près et très, disons, tangibles. Oui, Moi, je vous dis, allez-y. excuse-moi, François, d'expérience, je vous dirais que le patrimoine dans les cimetières est tellement méconnu
qu'il faut sensibiliser les gens. Et là-dessus, je vais raconter deux histoires. Un petit cimetière ici dans ma région, à Saint-Norbert d'Arthabasca, voulait faire installer des enfeux et on voulait les Dites-nous, mettre. c'est quoi un Oui, enfeu? c'est ça. Ah, l'enfeu, c'est quand on rentre l'urne, là, l'espèce de petit cubicule, la petite Oui. bâtisse que les petits cubicules, c'est des enfeux. Ça peut être pas des cimetières, des cercueils, mais aujourd'hui, c'est Oui. des urnes. Et on voulait installer ça dans le cimetière, dans la section ancienne. Et moi, par hasard, je rencontre un marguier que je connais qui me raconte ça. Je le regarde. Puis là, je vais le dire en bon québécois, t'es-tu fou? J'ai dit, c'est la plus belle collection de croix en métal ancienne de toute la MRC d'Arthabasca. Là, il m'a dit, ah oui. J'ai dit, oui, tu devrais mettre à tel endroit autour de l'ancien charnier, ça serait beau, puis ça dérangerait pas trop. Bien, quand je suis revenue l'année d'après, on avait redressé toutes les croix qui étaient toutes croches. On avait tout nettoyé ce coin-là pour toutes les placer, pour les mettre à la vue des gens, parce que le message était rendu. C'est ça que souvent on ne sait pas. Les inventaires de ce qu'il y a dans les petits cimetières ne sont pas faits où on n'a pas le matériel. C'est un peu ce que je fais avec ma banque de photos. Et à chaque fois, je sensibilise les gens. Informez-vous, dites-le à vos marguilliers qu'il y a ça. Puis j'essaie de rencontrer des fois quand je peux dans des projets, justement, les fabriques, les marguilliers, les gens municipaux, pour que justement ils soient sensibilisés à ce qu'il y a. Mais au départ, c'est le citoyen qui doit être informé. Oui. Et de mon côté, puisqu'on parle des rencontres en présentiel, je dirais que je serais ravi d'aller rencontrer des gens dans différentes paroisses pour offrir une visite guidée des lieux sur la base de mon livre. Donc, de cette façon-là, ça permettrait aux citoyens de se réapproprier leur lieu funéraire, de mieux le connaître et éventuellement de s'en soucier davantage, d'avoir une Mhm. volonté de le préserver. Alors, c'est ce qu'il faut faire, je crois, organiser des visites, encourager les gens à y mettre les pieds, parce que souvent, on n'y met pas du tout les pieds dans nos cimetières. Oui, puis les visites, c'est le nerf de la guerre. C'est quand j'en fais, c'est ça. C'est que les gens découvrent des trésors qu'ils ne savent pas qu'ils ont. Puis Oui. ça s'exporte bien. Et moi, j'ai une bonne collection de photos, donc je peux vous dire si j'ai déjà vu ou pas à date le monument quelque part. Et on peut faire la filiation. Tu sais, moi, j'ai des photos de l'île d'Orléans et je vois la filiation avec l'Acadie. Tu sais, on voit l'histoire bouger par les monuments. C'est assez intéressant. Mhm. Euh, Merci beaucoup. La prochaine question nous vient de Marc-André Blaquière, excusez-moi. De mémoire, Doris Lucier confiait son désir d'inscrire sur son monument funéraire: Je suis allé voir si mon âme est immortelle. Avez-vous souvenir d'inscriptions qui vous ont touché et comment cela vous inspire-t-il? Oui, moi, je m'en souviens d'une en particulier. C'était à Chambly, dans un cimetière anglican. Il y avait un bel espace naturel entrecoupé d'un ruisseau et il y avait la tombe d'un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, qui était ou avec l'inscription Je suis né près du ruisseau. Et ça m'a touché de voir que non seulement il y était né, il y avait grandi, mais il y était décédé. Donc, c'était vraiment son lieu propre, sa maison en quelque sorte. Et extraordinaire aussi, j'ai eu la chance de rencontrer par la suite quelqu'un de sa famille qui était tombé par hasard sur mon livre et sur cette page-là et qui connaissait la personne, qui avait reconnu la citation. Alors ça a été une rencontre vraiment des plus émouvantes. Oui. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'inscriptions, de plus en plus de phrases sur les monuments, mais moi, ce qui me marque souvent, c'est ce qu'on laisse quand on enterre la personne. Donc, je me souvien, quand j'avais vu à l'île d'Orléans la tombe de Félix Leclerc, le monument de Félix Leclerc, les souliers. On laisse des souliers. À un moment donné, dans ma région, il y avait un jeune qui était décédé, qui aimait beaucoup la guitare. On avait laissé sa guitare électrique dans le cimetière devant sa tombe. Et avant même qu'on ait mis le monument, les gens avaient fait une croix en fleurs à terre, avaient creusé le sable où il était enterré pour faire une belle croix. Donc, je trouve que tous ces petits gestes-là démontrent l'importance de la personne, des deuils, pour les deuillants, les personnes qui sont en deuil. Donc, c'est chaque petit geste qui peut être important. C'est pas juste une fleur, c'est pas juste la phrase, mais c'est souvent ces petits articles-là, ou ces gros articles, parce qu'une une guitare, c'est pas petit, qu'on va trouver. Un drapeau, parce que la jeune fille faisait de la course en motocross, puis elle est décédée subitement. Donc, c'est tout ça qui est intéressant. Euh, Marie, je pense que nous devons oui, conclure, hein. c'est ce que j'ai.
Mais c'est, j'allais Alors, dire, juste avant que tu dises le mot je vous montre encore le livre. Il est très beau. Il est très intéressant à lire. Donc, merci pour François et Nancy pour cette conversation. Merci. En tout cas, Merci. j'espère que grâce à vous et avec vous à la longue, nous découvrirons ces lieux de mémoire et de nos relations avec nos défunts comme les lieux du dernier repos et en fait les lieux de vie. Merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Me- Merci beaucoup. Merci vraiment. Malheureusement, notre séance tire à sa fin. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier une dernière fois François Guillet et Nancy Schenk d'avoir accepté de discuter de ce sujet passionnant. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir le dernier repos. Je vais la contacter je vais le ou la contacter avec l'adresse à laquelle elle s'est inscrite au webinaire. Alors, le gagnant, la gagnante est Jacqueline Brunette. Madame Brunette, félicitations. Je vous contacterai donc à l'adresse grâce à laquelle vous vous êtes inscrite au webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que Novalis offre un 25% de rabais à l'achat du livre Le Dernier Repos, Cimetière et patrimoine funéraire du Québec. Je vous transmets le code promotionnel pour profiter de ce rabais. Il devrait apparaître lui aussi dans la boîte de clavardage située à droite de votre écran. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine avec le lien de la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez jusqu'au 4 décembre 2025 inclusivement pour en profiter. Finalement, merci à toutes et à tous les participants et les participantes de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Au nom de toute l'équipe Novalis, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité. À bientôt.